Hi, welcome to our latest Twitch Talk. Our subject today is Bonjour, bienvenue à notre Parlons des Popotins. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'expérience avec la stomie, ce qu'on a appris. Voici deux défenseurs de droits des patients, M. Gordon Levine et Harold Steinberg. Ils vont discuter avec nous comment eux, ils se sont adaptés à une stomie, comment leur style de vie s'est ajusté, l'activité physique, mais aussi comment leur jour le jour s'est adapté à la stomie. Alors, on va commencer avec Gordon. Merci de vous joindre à nous. Pouvez-vous nous donner un topo de votre expérience avec une stomie? Oui, bien sûr, merci. Et très heureux d'être ici. En gros, j'ai été diagnostiqué avec un cancer colorectal à l'âge de 48 ans. Il y a un peu plus que 8 ans. C'est mon 8e anniversaire. C'est fantastique d'être encore ici. Et la maladie a progressé au stade 4, ce qui me demandait d'avoir une chirurgie avec chimiothérapie. Et ma tumeur originale était du côté droit, la récurrence était dans le sigmoïde, et donc j'ai dû avoir une iléostomie temporaire. Ensuite, j'ai eu 3 mois de chimiothérapie FOLFIRI avec l'iliostomie temporaire. J'ai été en rémission une deuxième fois, puis j'ai eu un retour. Et donc en 2017. Et un an plus tard, j'ai eu une récurrence. Ça s'est étendu à l'abdomen, aux poumons, aux os, dans le côlon, dans le sigmoïde. Et donc, à ce moment-là, je suis passé à travers plusieurs rondes de différentes sortes de traitements, incluant un essai clinique. Et j'ai fini par avoir de l'immunothérapie en Californie pour à peu près un an et demi. Et de façon incroyable, éradiqué presque toute la maladie. Ça a éclairé tous les organes, l'abdomen. Mais il y a eu une partie de maladie encore résistante dans le sigmoïde et la décision a été de retirer le reste de mon côlon. J'étais d'accord parce que je souffrais. J'avais beaucoup de problèmes digestifs, de douleurs et ils ont mis une iléostomie permanente. Ça a été fait en juin 2021. Ça fait donc un an et demi maintenant que j'ai l'iléostomie permanente et ma qualité de vie a amélioré incroyablement depuis ce temps-là. Fantastique, merci de partager, Gordon. Howard, quelle a été votre expérience? Alors, merci et merci de m'avoir invité ici. Moi, j'avais 38 ans, alors un petit peu plus jeune et beaucoup moins compliqué que la situation de Gordon. La mienne était un cancer rectal. Alors, j'ai eu la chimio, la radiation initialement et ensuite la chirurgie. L'objectif, c'était qu'on serait capable de sauvegarder une partie de mon côlon ou la partie proche du rectum. Ils n'ont pas été capables de le faire. Alors, j'ai eu une colostomie et à travers les années, je n'ai pas eu de récurrence. Moi, c'était stade 1. Donc, j'ai eu des effets résiduels, du tissu cicatriciel, des choses comme ça. Donc, à travers les années, j'ai passé beaucoup de temps à gérer quoi utiliser et comment le mieux le gérer, vu que je suis actif à l'intérieur et à l'extérieur. Fantastique, heureux d'avoir les deux expériences qui sont similaires mais très différentes. Donc, avoir l'iléostomie et la colostomie. Parce qu'il y a des choses qui sont pareilles, mais il y a des expériences différentes aussi. Alors, Gordon, suite à la chirurgie, comment est-ce que vous vous êtes adapté à la réalité d'avoir une stomie? Alors, quand j'ai eu l'iléostomie temporaire en 2016, l'hôpital vous donne une sorte de machines. Je pense que les hôpitaux ont des deals, des ententes avec certaines compagnies. Soit ils leur donnent
de l'argent ou certains appareils et je l'aimais pas. Je m'attendais pas à avoir l'iléostomie. On m'avait dit par le chirurgie que c'était une chance d'à peu près 10%. Mais une fois qu'il m'a ouvert, il a vu où le cancer était, il n'y avait pas d'alternative. J'ai été très chanceux qu'à travers un ami commun qui a la maladie de Crohn et qui, elle, avait eu une obstruction et avait nécessité une iléostomie temporaire aussi, elle a pu m'aider à trouver un appareil différent qui fonctionnait mieux pour moi et m'aider à travers les premières semaines de gérer avec comment le changer proprement, les fuites et ces problèmes initiaux que tout le monde vit. Alors, quand est venu le temps pour moi d'avoir l'iléostomie permanente, je savais déjà l'appareil que je voulais avoir. Alors, je me suis assuré que je l'avais amené à l'hôpital, puis j'avais dit aux infirmières d'utiliser celui-là. J'avais déjà eu l'apprentissage, ce qui rendait la transition plus facile. L'autre chose, c'était que l'iléostomie temporaire est plus difficile que la permanente. J'ai trouvé que j'avais certains problèmes avec quand je pouvais changer et il y a un espace autour de la stomie où on met l'iléostomie, on peut encore avoir des selles qui ressortent, mais la permanente est refermée complètement, puis on peut mettre l'appareil directement dessus de façon plus serrée si on veut. Alors, parce que j'avais déjà eu l'expérience et parce que la permanente est un petit peu plus facile à gérer que la temporaire, mais ça m'a aidé beaucoup. Et pour vous, Howard, comment ont été les premières semaines post-chirurgie? Vous savez, ils ne savaient pas avant la chirurgie que j'aurais une stomie ou non. En fait, quand je me suis réveillé, je m'attendais un peu à avoir un sac soit à droite ou à gauche, et il était à gauche, et c'était décevant. Mon frère est arrivé avec tous les appareils imaginables, puis on lui a dit, on va tous les essayer, puis on va passer au travers, qu'est-ce qui allait fonctionner, qu'est-ce qui allait pas fonctionner. Et moi, ce que je dirais, c'est que malgré le stress sur différents fronts, alors comment est-ce que je vais gérer ça? Est-ce que je vais quand même être capable d'être actif? Parce que je suis très actif. J'étais célibataire à l'époque. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour ce qui est de l'intimité? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon jour le jour? Et vous savez, la vie continue. Et ça fait juste devenir ou faire partie de ma routine du jour. J'ai jamais arrêté mes activités, même si c'était stressant au début, puis ça prend du temps de s'habituer des routines au jour le jour. Mais ça fait maintenant 20 ans aujourd'hui et ça m'a certainement pris à peu près 1 an, peut-être un peu plus, pour vraiment comprendre comment je devais opérer tous les jours. Et, tu sais, j'ai une stomie, c'est une routine que je fais tous les matins et ça veut dire que je peux utiliser des mini-sacs fermés qui sont là, que je peux changer et que je change, par exemple, si j'ai un mal de ventre ou quelque chose comme ça. Alors, très différent à une iléostomie. Moi, je suis régulier 90% du temps. La plupart du temps, je suis régulier et je fais juste opérer comme j'opérais normalement. Mais l'irrigation a ses propres défis. C'est comme une procédure de 45 minutes tous les matins. Alors, depuis ce temps-là, peut-être que je vais trop vite, mais j'ai eu 3 enfants, je suis marié et mes activités aujourd'hui sont tout aussi extrêmes, si vous voulez, que ça soit
le vélo de montagne, le ski, les autres activités, l'entraînement, c'est la même chose que c'était avant. Alors, ça n'a vraiment pas fait grand-chose, ou ça n'a certainement pas défini qui j'étais, et le sentiment d'être un peu comme un problème a comme disparu. J'entends que tu as dû t'adapter la routine du matin pour l'accommoder, c'est ça? Oui, c'est ça. Je dois prendre du temps. Alors, les gens commencent leur jour, rentrent dans la douche et peuvent être prêts en 15 minutes. C'est pas pareil pour moi. Alors, je dois me lever. Généralement, je me lève 1 heure et demie avant que je doive me préparer. Et j'irrigue. Ça m'aide à y aller. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Alors, je fais juste prendre le temps le matin pour passer à travers la routine. Et pour la plupart, peut-être que je dois changer mon sac 1 ou 2 fois pendant la journée. Il y a peut-être du gaz dans le filtre, ou si ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais la plupart du temps, la plus grande chose pour moi, c'est de s'assurer que quand je voyage, parce que je voyage beaucoup, si je vais quelque part, j'ai des sacs partout. Partout. Que ça soit dans mon manteau, mon auto, mon sac à dos, j'ai toujours des sacs d'extra avec moi, juste au cas où. Et donc, je pense à ça quand je fais mes valises ou quand je vais ici, quand je vais là. Juste m'assurer. Mais ça prend du temps à s'habituer. Gordon, est-ce que votre routine a changé depuis la stomie? Alors, c'est intéressant parce que pour moi, pour le vider, ça prend très peu de temps. Et moi, je trouve que le matin, je suis toujours plus calme et après le lunch, ça devient plus actif. Alors, pour moi, j'aime ça faire beaucoup d'activités le matin. Je gère encore beaucoup de fatigue après 7 ans de traitement. Mais la question ici, c'est est-ce que c'est une journée de changement ou pas une journée de changement? Et moi, je change mon appareil généralement à tous les 4 jours. Je trouve que c'est la meilleure balance de ne pas être obligé de le faire à tous les jours, mais pas l'avoir trop longtemps, ce qui peut causer des problèmes cutanés, ce qu'on va peut-être discuter tantôt. Alors, si ce n'est pas une journée de changement, on le vide le matin, déjeuner et je vais marcher, je vais nager. J'essaie de faire le plus possible le matin, j'ai plus d'énergie et la stomie est plus calme. Le seul problème, et surtout dans les premiers mois après la chirurgie, c'est de passer la nuit. Parce que souvent, surtout avec le gaz, on peut avoir beaucoup de gaz, il va avoir des fuites dans le lit les quelques premières fois. J'ai trouvé que des fois autour de 3-4 heures du matin, je devais aller à la salle de bain pour vider. Comme ce matin, par exemple, autour de 6 heures, j'ai dû aller vider, mais c'est pas si pire que ça. Est-ce que vous vous mettez un alarme? Oh, je l'ai jamais fait. Je pense qu'une question, c'est que je dors pas très bien, mais c'est un peu comme à l'arrière-pensée que je dois vérifier. Et c'est subconscient parce qu'il y a des fois, je suis en plein milieu d'un rêve et je suis comme, je me touche, il est plein, je dois y aller. Alors, je pense que mon cerveau est pas tout à fait relax. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent des alarmes en plein milieu de la nuit. Des fois, je vais passer. La plupart du temps, j'arrive très proche au matin. Ça peut être 6, 7, 8 heures le matin. Des fois, ça fait juste arriver. Des fois, c'est en plein milieu de la nuit. C'est une des choses. Mais j'ai remarqué que le plus longtemps que je l'ai, le plus les choses deviennent régulières.
je pense que le corps prend du temps à s'ajuster. Et pour les positions de sommeil, je vais être très personnel ici. Gordon, est-ce que tu dors sur le ventre, sur le dos? Est-ce que tu dois t'ajuster? Oui, je dors sur mon dos et j'ai un lit ajustable, alors je peux m'asseoir un peu. Donc, ça, c'est très bien. J'aime dormir sur le côté, mais j'ai peur de le faire. Je fais cette espèce d'affaire un peu bizarre où je dors sur le dos, mais je tourne ma tête. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a pris un petit peu de temps à m'habituer, définitivement. Je sais qu'il y a des gens qui dorment de différentes positions, mais moi, je suis pas confiant à ce point-ci que j'aurai pas de problème et je préfère apprendre. Je deviens bien mieux, mais mon sommeil, c'est définitivement un travail en processus. Howard? Ouais, c'est un peu différent pour moi parce que une fois que je suis irrigué, il y a des choses qui se passent le plein milieu de la nuit, oui, mais on n'arrête jamais de toucher son sac pour voir ce qui arrive. Après 20 ans, je suis comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je dors dans toutes les positions, estomac, côté, dos. Et je dirais que quand j'ai un peu un mal de ventre, et pour moi en passant, si mon estomac va bien et je suis irrigué et tout va bien, je peux laisser ma peau respirer parce que ça peut devenir un peu sensible. Je fais juste porter un tissu au-dessus de ma stomie et je vais même mettre un pansement pour donner à mon corps et à ma peau le temps de vraiment guérir. Ok, alors vous enlevez l'appareil pour laisser le tout respirer? Oui, presque tous les soirs, je ne porte pas de sac pour m'endormir. Et en fait, je porte un pansement, un gros pansement qui absorbe le liquide parce que le mucus ressort encore. Ou par exemple, je vais mettre une patch stérile sur ma stomie et je vais le taper à mon corps. Alors comme ça, s'il y a du mucus, ça va être absorbé. Mais je fais ça seulement. La plupart des soirs, ça va, mais je fais ça peut-être 6 soirs par semaine. Puis ça me permet de faire ça. Alors, une des choses, c'est que le corps s'habitue à aller à certains moments. Alors, initialement, quand j'irriguais, la question c'est est-ce qu'on peut faire ça le jour ou le soir parce que vous entraînez votre côlon. Alors moi, je l'ai fait le matin, alors mon côlon, je sens pas comme si je dois y aller le soir. Ce qui me donne plus de flexibilité. Alors, le matin, c'est là que les choses commencent à bouger, il y a plus de gaz. C'est là que je sais que je dois irriguer. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Je sais que beaucoup de gens, parce que je lis les forums, parlent de ne pas manger après 7h PM. Alors, personnellement, si je n'ai pas une collation le soir, je trouve ça difficile à dormir, j'ai faim. Et j'ai tendance à avoir quelque chose comme des pretzels, quelque chose de salé, quelque chose qui est plus lent, quelque chose qui ralentit un peu la sortie. Et tout a été correct, j'ai jamais eu de problème avec ça. Parce que je sais que ça, c'est une peur des gens. Ils ont peur de manger après un certain temps parce que sinon, ils pensent qu'ils vont avoir des problèmes en plein milieu de la nuit. Puis moi, j'ai jamais trouvé que c'était le cas. As-tu déjà eu à faire d'autres ajustements à ce que vous avez mangé ou votre nutrition? Certainement dans
au stade initial après la chirurgie, il faut faire très attention. Même à l'hôpital, j'ai eu des carottes bouillies et ça a été un cauchemar. On apprend ce que le corps fait avec la nourriture, avec une iléostomie. On voit ce qui est digéré, on voit ce qui ressemble quand ça sort à ce que ça ressemblait quand c'est rentré. Il y a des choses que j'évite. Certains légumes, certains fruits. Je trouve que maintenant, je suis capable d'ajouter plus d'équilibre, plus de variété. Alors, je mangeais seulement du cantalou, puis des melons, des carottes bouillies, des patates blanches, et j'évitais la peau dans tout. Mais maintenant, je suis un peu capable d'avoir des fraises, des baies, c'est correct, des raisins. J'en mange pas beaucoup. Des tomates, j'enlevais la peau et les graines sur les tomates. Et maintenant, je fais juste les tranchées minces, puis c'est correct. La salade iceberg, ça semble être correct aussi. Mais honnêtement, je sais pas combien est digéré, mais ça aide à manger parce que on s'ennuie des salades. Des salades. La salade, c'est quelque chose vers lequel je travaille. Les concombres, je les pèle, je les coupe, c'est correct. Je suis maintenant à un stade où c'est correct de commencer à essayer. Et ce qui est important, hein, c'est d'avoir un petit peu et de voir si ça fonctionne ou non. Parce que dans les premiers jours, je me souviens une fois, je mangeais du sushi et juste le riz collant, ça m'a presque semi-bloqué, ce qui était très, très, très inconfortable. Alors, je pense que le corps apprend, s'adapte, mais l'important, c'est d'essayer des petits morceaux. Par exemple, si j'ai un biscuit et il y a quelques noix dedans, et naturellement, je m'assure de mâcher correctement, ça devrait être correct. Si j'ai un morceau de sushi, alors j'essaie de me tenir loin des algues, je demande pour du papier de riz ou de soya, mais s'il y a des graines de sésame, par exemple, ça passe à travers, il n'y a aucun problème. Alors, mâcher et manger lentement et donner à son corps le temps de s'adapter, ça, je crois, ce sont les leçons. Et je suis pas exactement où je veux être pour ce qui est de une diète équilibrée, mais mon alimentation, ça s'en vient. C'est pas pire. Et j'aimerais rajouter rapidement que l'alcool, les bières, les choses qui vous disent d'éviter au début, je viens de voyager et on a goûté du bourbon, on est allé à l'usine de Jack Daniels, j'ai eu de la bière, de la liqueur, tout ça était tout à fait correct. Mais il faut essayer un peu au début puis voir comment on sent. Et naturellement, si vous avez de l'alcool, il faut absolument s'hydrater tout le temps. Alors même si je sors pour souper, je prends un verre de vin, je demande toujours pour un verre d'eau en même temps pour s'assurer que je suis toujours hydraté. L'hydratation, surtout avec une iléostomie, la quantité de liquide qu'on perd pendant la journée, l'hydratation est très 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 importante. Howard, est-ce que vous avez dû adapter votre diète? J'ai essayé à travers les années. Je mange généralement santé. Mais moi, j'aime la crème glacée, les chips le soir. Gordon, tu me comprends. Alors, il y a un temps où ça devient un petit peu plus difficile comme les samedis soirs. Mais ce que je dirais, c'est qu'au fil des années, j'ai essayé. J'ai des blocages une fois de temps en temps. Et là, je mange plus de fibres, des pruneaux, juste pour être plus régulier. Alors, je fais attention, mais... Alors, moi, je mange toute la nourriture, sauf les champignons. J'aime pas les champignons, mais je mange de tout. Et ce qui arrive pour moi,
c'est que si je sens le début d'un blocage, alors à ce moment-là, j'ai toujours des pruneaux avec moi. Puis je vais en manger quelques-uns, puis quelques autres de plus, puis éventuellement les choses font juste passer. Si je vais trop loin puis j'essaie de clairer tout en même temps, ça devient... Ça dure des jours et des jours. Puis là, je dois y aller trop souvent. Alors, comme Gordon dit, je vais lentement, un petit peu à la fois. Je mange pas trop de une chose, mais je mange de tout. Je ne bois pas, par contre. Alors, je dirais en fait que je bois rarement. Et si je le bois, c'est vraiment très très peu. Je dois boire beaucoup d'eau et je bois du thé pour rester hydraté. Et ça, c'est très très utile. Les iléostomies, les colostomies, il y a du mucus. Et si ça sèche, et là, les choses bloquent. Alors, rester hydraté, c'est vraiment très important. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à l'activité physique ou quand est-ce que vous avez recommencé à faire de l'activité physique après l'astomie? Ouais, ça c'était un point très difficile pour moi parce que j'étais très actif et je suis passé à travers 8 mois de traitement, certainement pas au même niveau que Gordon, qui en a fait des années, puis c'était pas le même degré du tout. J'ai eu peur que ça soit nager, piscine ou dans l'océan. J'avais toujours peur que le sac allait tomber. J'ai comme, ben, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et je me souviens, en fait, j'avais une rencontre. J'avais pas des sacs de plus et ça m'a... Et j'avais des problèmes d'estomac. Et c'est devenu un peu... À l'époque, c'était un petit peu un scénario cauchemar pour moi. Mais elle, ça l'a pas dérangé du tout. Alors, mes activités maintenant, j'utilise un tape, un ruban qu'on peut retrouver à l'hôpital qui qui maintient mon sac en place, que ce soit dans la piscine ou si je vais skier. Je fais juste taper le sac à plat. Alors, ça me permet d'être dans n'importe quelle situation, puis je dois pas m'en faire avec que quelque chose se passe parce que j'utilise pas de pâte ou de choses comme ça. Je fais juste utiliser les mini poches. Ils s'appellent Coloplast. Puis ça, c'est vraiment pour quelque chose d'autre. Mais c'est ça que j'utilise. Et j'utilise un peu de ruban adhésif pour vraiment le maintenir à plat. Mon expérience, c'est que je suis passé à travers plusieurs années très difficiles de cancer de stade 4 et de traitement qui a été vraiment incapacitant. Puis j'avais des métastases osseuses. J'avais une métastase dans ma hanche droite et je pouvais pas marcher, ou à peine. Maintenant, je me suis souvenu quand j'ai eu la chirurgie Hypex que la récupération pour ça était très ardueuse. J'ai dû marcher avec une canne. Alors, quand je suis allé avoir l'immunothérapie et l'immunothérapie a commencé à se débarrasser du cancer, j'ai recommencé à bouger, mais j'avais encore beaucoup de douleurs digestives dans la partie inférieure de mon côlon, ce qui a rendu les activités très difficiles. Je faisais plus de la réhabilitation ou je faisais beaucoup de massage, plus que de l'exercice. Ensuite, quand j'ai eu la chirurgie pour enlever le côlon, je suis revenu au Hypec, puis la récupération, puis incroyablement, c'est comme le corps, une fois qu'il s'est débarrassé du cancer, a juste commencé à se guérir. Et le sac, ça n'a pas eu aucun effet là-dessus. Alors, je marchais, j'avais juste plus de douleur. J'allais dans l'eau, j'avais plus de douleur, je pouvais nager.
Alors, tout ça, toute cette douleur digestive a disparu. J'ai commencé à marcher, puis je me suis rebâti. Puis après quelques mois, je pouvais marcher 1 heure ou plus, nager des longueurs, de l'exercice avec des entraîneurs. Alors, je trouve que basé sur mon expérience, le sac fait juste partie de ma vie et c'est une chose avec laquelle je vis dans mes activités. Alors, je vais m'entraîner à 2 heures, 10 minutes avant, je vide mon sac, je vais nager, j'utilise ça, c'est une mèche, parce que je vais produire versus une colostomie. La mèche est flexible, elle garde le sac au corps, mais il y a de la place pour se remplir. Je mets mon maillot de bain par-dessus et je peux y aller. Alors, je n'ai jamais eu de problème avec mes sacs quand je fais de l'exercice. Alors, j'ai eu plusieurs problèmes quand quand ils ont renversé. Alors, devoir courir à la salle de bain pendant l'exercice, des fois je me rendais, des fois non. Pour nager, c'était très épeurant pour moi dans cette situation-là. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiant de pouvoir faire plusieurs sortes d'exercices. Alors, je suis allé dans l'océan, j'ai fait de la plongée sous-marine. Je connais des gens qui font de la plongée sous-marine avec des stomies. C'est quelque chose que je veux faire encore un jour. Alors, je trouve que quand j'avais le cancer, j'étais constamment en train de gérer avec des problèmes à cause du cancer, le traitement ou les deux. Avec la stomie, c'est juste une question, comme Howard a dit, assurez-vous d'avoir assez de sacs, ayez votre kit, tout ce que vous avez besoin. Si vous allez prendre toute la journée loin de la maison, amenez un petit sac, puis apportez des vêtements, apportez les choses dont vous avez besoin, puis ensuite, faites tout ce que vous avez à faire. Et le sac ne vous limite pas. Ça vous demande juste à être préparé et savoir que des fois, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez devoir en prendre soin, mais certainement, pour ce qui est de faire les activités que je veux faire, j'ai aucune limitation avec la stomie. Avez-vous trouvé que, bon, je sais que les gens ont peur d'aller se baigner, enlever les vêtements pour que les gens voient la stomie. C'est quoi votre option? Ben, il n'y a pas vraiment de feedback ici parce que les gens s'en foutent. Moi, je suis en Floride pendant l'hiver. J'habite dans un condo. On a une piscine. Je vais me baigner tous les jours. Et ce que je fais, c'est que des fois, je porte un t-shirt de baignade. Des fois, non. Je monte mon maillot comme un vieux bonhomme parce que je veux couvrir la stomie pour m'assurer que tout est sécurisé. Mais après ma baignade, que ça soit à la plage ou ici, je fais juste le prendre, je le sors et je le laisse sécher à l'air libre. Et il n'y a personne qui dit rien ou dit des commentaires. Le sac est opaque. C'est vraiment une question d'attitude. Je porte mon t-shirt qui dit pas de colon et je continue. Alors je ne cache pas le fait que j'ai ça. S'il y a des gens qui ont des questions. En fait, la seule personne qui m'en a déjà parlé, c'est quelqu'un à qui le fils avait une iléostomie. Puis on faisait juste parler de... Lui, il l'a eu en tant qu'enfant. Il y avait une condition complètement folle où ils ont dû créer une urostomie. Alors, la seule personne qui a mentionné, c'est quelqu'un qui connaissait déjà c'est quoi. Alors, j'ai jamais eu de commentaires de personne d'autre. Et je pense vraiment que c'est plus une question de notre propre attitude plus qu'autre chose.
tout le monde a leurs propres problèmes. Je pense que c'est la même chose quand je vais à une salle de bain publique parce que j'utilise la partie pour handicapés parce qu'il y a plus d'espace. Il y a souvent, tu sais, on a un certain handicap. C'est quelque chose qu'on doit accepter, on doit le gérer. Mais le but ici, c'est de ne pas le laisser nous arrêter de vivre notre vie pleinement. Absolument, et merci d'avoir partagé le sentiment. Puis je pense que ça prend du temps à s'habituer. Et une fois qu'on est là, de continuer à faire l'activité puis de vivre la vie pleinement. Je pense que la première fois qu'on rentre dans l'eau, il y a toujours cette pensée dans l'arrière-pensée. Oh mon Dieu, y a-t-il quelque chose qui va arriver? Mais une fois qu'on se rend compte que ces produits-là sont très bien faits et si l'appareil est mis correctement, il y a rien qui va arriver. Je prends ma douche avec tout le temps. C'est fait pour garder les selles. Ça va être capable de gérer un petit peu d'eau. Et ça ouvre un peu notre monde de se réaliser que je peux vraiment faire tout ça. Et je ne suis pas obligé de m'asseoir sur le côté et ne pas faire les activités. Howard, tu dis que tu es très actif et j'ai une question sur pendant l'activité physique, si on commence à suer, si on fait du travail de musculation, avez-vous trouvé ça plus difficile? Est-ce qu'il y a une façon différente de mettre l'appareil? Est-ce que ça a un effet là-dessus? Ça a un effet. J'ai eu différents types d'appareils. J'utilise un appareil, un mini sac très collant et quand je le fixe, je dois jamais... moi, je suis allé dans l'océan et dans l'eau et il est parti. Et pour les activités que je fais quand j'étais en Floride, par exemple, je faisais du kitesurfing et on sort et on rentre de l'eau puis on bouge beaucoup. Mais depuis l'utilisation du ruban adhésif médical et au moins fixer le haut, j'ai eu aucun problème du tout. Alors, c'est intéressant ici parce que je pense comme Gordon, mon sac, c'est mon sac, ça fait partie de moi et je suis très chanceux en fait, jusqu'il y a quelques moments. J'ai 3 enfants, 8, 7 et 5. Mon enfant de 8 ans est venu me voir et je serais pas passé à travers tout ça qui m'a amené à ma femme, mes enfants et si ça avait pas été du cancer, honnêtement, ça m'aurait amené sur un chemin complètement différent. Alors je peux pas être plus heureux que je suis là. Mais je dirais qu'au début, quand je revenais après le 8 mois de traitement, j'étais... je passais à travers la chimio et ça a créé beaucoup de gaz dans mon système. Et ce qui est intéressant, et je suis encore conscient de ça aujourd'hui, c'est le fait que on ne peut pas arrêter le gaz. Il sort quand il sort. Et ça va faire le bruit que ça va faire quand ça sort. Et j'étais à la conférence. Clairement, j'ai eu plein de situations. Les gens parlaient et il y avait juste plein de gaz qui sortait. Et ça faisait des gros bruits. Et c'est juste qu'on s'assoit là, on l'ignore autant que possible. J'ai été dans des situations, des rencontres, des réunions, puis ça fait ce que ça fait. Je suis un peu nerveux, dépendamment de avec qui je suis et qu'est-ce qu'ils savent, parce que c'est comme si on passe des gaz, mais sans aucun contrôle. Alors, ça, pour moi, c'est moins le visuel, ça dérange pas pantoute, mais la partie gazeuse, ça a eu un plus gros effet pour moi, pour ce qui est d'être dans des situations où les gens ne savent pas que tu as un sac et que tu fais juste péter.
beaucoup plus habitué à ça aujourd'hui, franchement, mais au début, c'était dans ma tête souvent quand j'allais dans des conférences. Puis je parle beaucoup dans les conférences aussi, ce genre de choses-là. Alors, je fais juste continuer. Je fais semblant que c'est pas arrivé ou je vais regarder à la personne qui est à côté de moi et rire. Il y a toujours une façon de changer le sujet, mais c'est vraiment ça. Les sons qui en sortent. Ça, c'est probablement la chose auquel j'ai dû m'habituer le plus. Je voulais rajouter une chose. Ça ici, c'est une chose fantastique aussi. C'est une bande de ruban adhésif, mais c'est pas vraiment un ruban adhésif. C'est comme le matériel qui est à l'intérieur de la gaufre et ça l'étend. Alors des fois, si on sent que l'extérieur de la gaufre ressort un peu, ou le seau est pas parfait, ou quelque chose d'un peu plus actif, et on veut un peu plus de sécurité pour l'appareil, ces choses-là sont vraiment, vraiment bonnes. C'est en fait plus juste pour donner une paix d'esprit que je suis vraiment sécuritaire et tout est bon. Alors, comme Howard disait avec le ruban que lui utilise, je pense que pour une iléostomie, cette espèce, je pense que ça s'appelle une extension de barrière ou quelque chose comme ça. C'est très important de l'avoir. Oui, et vu que Gordon montre des choses, j'ai sorti de mon sac ce que j'utilise. Ça, c'est juste un sac que j'ai avec moi. J'en ai un dans mon auto. Et les petites pochettes que j'ai sont en fait très très petites. Sont comme ça, sont jetables. On fait juste l'enlever, on en remet une autre. Alors, moi, je garde dans mon sac un rouleau de ruban adhésif. C'est du ruban médical. Alors, si vous avez, par exemple, un IV à l'hôpital, alors c'est du ruban qui respire. Je sais pas si vous pouvez voir. Puis la seule autre chose que j'ai, c'est des sacs de poubelle. Juste des petits sacs comme ça. Alors, ça, c'est mon sac. Mon sac que j'amène avec moi à tout moment. Petit sac de vidange, du ruban adhésif et des sacs d'extra. Alors, c'est peut-être différent pour Gordon, mais ça fonctionne très bien pour moi. Ça, mon sac est un peu plus gros parce que moi, j'ai un système à 2 morceaux. J'ai besoin de la pâte et de la poudre et des ciseaux et le sac de vidange aussi, bien sûr. Mais le principe est le même. Alors, c'est toujours bien de toujours avoir des outils d'extra avec soi parce que le corps va faire ce que le corps va faire et on veut juste pas être dans une situation où il faut changer et vous n'avez pas vos outils. Ça devient un peu comme deuxième nature. Juste avant de partir, on part avec ces choses. Puis il faut faire ce qu'il faut faire. Puis quand est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous amenez les mêmes choses avec vous? Est-ce que vous vous adaptez? Alors, pour le voyage, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre multiples. Normalement, je vais avoir un sac, une gaufre et d'autres accessoires. Si je voyage, si je prends l'avion par exemple, je vais apporter tout ça sur l'avion. Et c'est important pour les gens de comprendre que vous pouvez apporter les ciseaux de stomie. Ceux en plastique sont bons parce qu'ils ne sont pas coupants, mais vous pouvez apporter tous vos essentiels. Moi, j'ai 3 sacs, 4 sacs des fois dans le kit pour m'assurer que si je voyage, je veux m'assurer que j'ai au moins le double d'accessoires que je pense que je vais avoir besoin. Parce que il faut être préparé. Une fois que je suis ici, bon, je sais où acheter les choses localement, mais quand vous êtes sur la route, faut vraiment toujours avoir plus que ce que vous pensez, juste pour être sécuritaire. Mais autre que ça, voler sur un avion, j'ai jamais trouvé que ça a été un problème. C'est juste la même chose que tout le reste. Vider avant de monter sur l'avion. Souvent, je vais devoir vider une fois
pendant le vol. Mais le changement de pression n'a pas d'effet sur rien. Moi, j'ai rien vu en tout cas. Je viens d'avoir un road trip de 2 semaines à travers les États-Unis. Je suis passé de Montréal à Toronto pour voir les enfants. En fait, tout le voyage jusqu'en Floride. Et ça a été fantastique. Alors, voyager dans l'auto, je dois des fois m'adapter l'après-midi. Si ça se remplit de gaz, tu sais, je change ma ceinture de sécurité un peu, mais certainement, ce n'est pas difficile. Parce que on arrête pour le lunch, on arrête pour le gaz, on arrête et on y va, on vide, on fait juste rajouter une étape à toutes ces choses-là. Je vais vider mon sac, c'est tout. Et je continue. Ça a été une expérience intéressante pour moi parce que c'était le premier voyage long, rester à l'hôtel, manger au restaurant 3 fois par jour, aller à des différentes attractions et ça a été fantastique. Fantastique, ça a été super. Alors, il n'y a aucune raison d'avoir peur de voyager. C'est la même chose avec l'exercice, nager, soyez préparés, ayez vos accessoires avec vous, videz quand vous avez l'opportunité et amusez-vous. Et ça, c'est vraiment le message qui doit passer pour tout ici. Absolument. Howard, même chose pour vous quand vous voyagez. Est-ce que c'est différent? Oui, alors, dans une journée typique, je vais mettre la pochette le matin, une fois le soir. Alors, j'utilise 3 pochettes par jour à peu près. Et quand je voyage, j'apporte au moins 4. Et je présume que j'ai 2 jours. Alors, et en plus de ça, j'ai plusieurs sacs comme ça, un peu partout. Alors, j'en ai plusieurs de trop. J'apporte toujours des accessoires supplémentaires. On peut pas être dans une position où on en manque. Alors, c'est pas une bonne journée, ça, du tout. Alors, et moi, je commande aussi bien d'avance. Et je veux pas faire une plug pour une compagnie, mais moi, j'utilise Payless Medical au Canada, mais il semble être très bon parce que je commande beaucoup. Normalement, je commande 6 mois d'avance parce que moi, je suis quelqu'un comme ça. Quand je commande du savon, j'ai 10 boîtes de savon. Alors, il y a de la variation dans les prix. Alors, faites vos devoirs. Donc, tu sais, j'appelle, je leur dis, j'en commande beaucoup. Est-ce que je peux avoir un escompte? C'est toujours possible. Et, tu sais, ça coûte de l'argent. Alors, mes pochettes sont quelques dollars. Quand on les remplace 4 fois par jour, c'est 12 dollars. Puis le lubrifiant, puis l'irrigation. Alors, les coûts s'additionnent. Puis il y a certaines façons de mitiger ça. Est-ce que vous avez de l'assistance du gouvernement pour les accessoires en Colombie-Britannique? Alors, j'ai déménagé en Floride il y a 1 an. Puis en fait, je pense pas que j'en ai en fait. Parce qu'au Québec, le gouvernement donne à peu près 1200, 1300 par année, ce qui couvre peut-être 1/3 du coût, parce que mes appareils sont pas 2-3 dollars chaque, sont 20 dollars chaque. C'est en fait très cher, je trouve ça très cher. Je viens de commander 5 mois d'appareil pour descendre ici et c'est beaucoup d'argent. Alors, c'est quelque chose qu'on devrait discuter chez Cancer Colorectal Canada pour parler, défendre un programme national. La seule chose qui est disponible, c'est le crédit des taxes pour handicap. Ça, c'est quelque chose, Howard, que tu devrais regarder parce que c'est un crédit d'impôt pour n'importe qui a une stomie. Mais
il devrait avoir de l'assistance plus uniforme au pays parce que c'est très cher. Et c'est pas tout le monde qui est dans une position où ils sont capables de se payer le coût. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et il y a de la variabilité, mais il n'y a pas plusieurs fournisseurs. Non, absolument. Puis ça, c'est quelque chose qui est dans les livres pour nous, quelque chose qu'on va regarder à l'avenir, parce que oui, plusieurs personnes mentionnent le stress additionnel de tout ce qui vient avec la stomie, puis en plus d'avoir le stress de l'argent. Je vais changer le sujet un peu. Howard, vous avez parlé de... Vous avez commencé une relation avec une stomie, vous êtes allé à des rencontres, des rendez-vous galants, des dates. Comment est-ce que vous avez géré ça? Alors, moi, j'ai toujours eu peur d'en parler parce que j'avais 38 ans à l'époque et j'en parlais dès le début. Je me souviens, j'étais dans une relation et juste avant de sauter au lit, j'ai eu une conversation. J'ai dit, OK, voici ce que j'ai. Alors, j'étais plus conscient que, certainement initialement, que j'en avais besoin. C'était plus une question d'ego, je pense. Mais le fait est que ça n'a pas... Personne, tout le monde s'en foutait en fait. Tout le monde s'en fout. Gordon l'a dit. Les gens, ils prêtent pas attention à ça. Et s'ils le font, ben en fait, c'est un drapeau rouge que vous devriez pas être avec cette personne-là. Et c'est très clair. Alors, tout le monde s'en fout. Alors, les gens étaient plus curieux qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, ils voulaient le comprendre. Mais mes enfants sont jeunes, alors je le décris comme une blessure. Juste une blessure qui se guérit pas. Maintenant, ils commencent à le comprendre parce qu'ils peuvent le voir quand je fais l'irrigation. Puis il y a rien qui sort de mon derrière. Alors je l'explique au fil des années, mais ça n'a jamais été un problème. Mais j'étais très conscient de ça quand j'ai commencé à voir des femmes. Howard, est-ce que ça a une influence sur l'intimité avec votre épouse? Non, parce que quand on passe à travers la chirurgie, alors certainement, ça a un effet sur les nerfs et d'un point de vue de dysfonction érectile, puis je suis passé à travers... Et en fait, je me souviens, j'étais assis dans le bureau du médecin et lui, ils ont mis une aiguille dans mon pénis et là, j'ai eu une érection pendant toute la... Puis là, je serais comme, oh wow, c'est très inconfortable. Puis comment est-ce que ça s'est passé? Alors, tout le monde est différent, mais le fait est que il y a des médicaments sur le marché aujourd'hui qui sont disponibles et qui réparent le problème, pour la plupart. Et au fil du temps, les nerfs se sont comme remis ou ils ont trouvé une façon. Alors, ça s'améliore. Alors, au début, après la chirurgie, la chimio, c'était plus difficile, beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, je n'utilise plus de Cialis. J'en ai ici, mais je l'utilise plus du tout. Honnêtement, ça s'est comme régénéré. Alors, je suis plus vieux aussi, alors je m'attends pas à être le même libido que quand j'avais 20 ans, maintenant que je suis dans dans la cinquantaine. Alors oui, ça c'est quelque chose pour lequel je me préparais. Quand j'allais sur des dates, je prenais un Viagra, puis peut-être que je vais être chanceux ce soir, ce genre de choses-là. Mais
Oui. Il n'y a pas vraiment de problème avec ma femme, non. Puis c'est pas quelque chose auquel elle prête attention, non. Gordon, c'est quoi ton expérience? Alors, pour moi, la plus grande limitation sont similaires. Alors, j'ai eu beaucoup de cicatrices de tissu. Alors, la dysfonction érectile a été un plus gros problème. On ne peut pas être aussi spontané, comme j'ai dit avant. Je suis... Tu sais, c'est plus le matin. Alors, des fois, il faut céduler les choses. Et, tu sais, après le souper, c'est pas le meilleur temps. Il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de sel. Les matins, c'est mieux. Peut-être, il faut juste planifier. Tu sais, ça fait 30 ans que je suis marié maintenant. Alors, les choses deviennent un peu plus routinières. Le sac que j'utilise, une chose qui est bien, et ça fonctionne pour la douche aussi, c'est qu'on peut le porter comme ça, ou vous pouvez le plier. Il y a comme un petit flap ici, il y a un velcro. Alors, ça rapetisse le sac. Alors, ça laisse tout comme disponible. Et on le remarque pas. Du tout. Pendant les intimités. Alors, le problème avec moi, avec l'iliostomie, c'est que ça doit... Il faut le vider, ça doit être un moment calme de la journée au niveau de la production. Mais pour moi, ça a été plus une question de réhabilitation après la chirurgie puis le traitement. Ça, c'est les problèmes à long terme que je dois gérer. Et aussi, je veux mentionner, parce que il y a personne ici qui sont des femmes, mais il y a d'excellentes vidéos YouTube de jeunes femmes, surtout des jeunes femmes avec la maladie de Crohn, parce que ça semble d'avoir un effet surtout sur cette population-là. Et ils parlent d'intimité, de rencontres, de mariage, de grossesse. Alors, s'il y a des femmes qui sont ici aujourd'hui et ils veulent avoir une perspective féminine, parce qu'il y a des problèmes sur comment la chirurgie a un effet sur les femmes versus les hommes. Alors ça, c'est vraiment des super ressources à regarder. Merci Gordon de le partager, parce qu'en fait, j'allais dire que il y a vraiment beaucoup d'informations disponibles, surtout l'expérience des femmes et de différents individus sur YouTube. Et même Cancer Colorectal Canada serait très heureux de partager ces vidéos-là ou ces ressources-là avec les individus qui ont des questions qui n'ont pas été répondues aujourd'hui. Et sur ce, je veux remercier les deux d'avoir été honnêtes, d'avoir partagé vos trucs, vos apprentissages au fil des années. On apprécie beaucoup que vous soyez ici. Les gens qui écoutent, si vous avez des questions qu'on n'a pas répondues aujourd'hui, vous pouvez nous envoyer un courriel support@cancercolorectalcanada.com. Nous offrons du soutien aussi. Il y a différentes façons à travers l'organisation d'avoir du soutien. Parler à des individus qui passent au travers des mêmes choses que vous, à travers des groupes, du soutien de pair. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Gordon Howard, merci. Merci. Et j'aimerais juste dire, si ça ne dérange pas, juste en conclusion, quand moi j'ai été diagnostiqué, M. Schwartz, qui était un des fondateurs avec Barry de Cancer Colorectal Canada, et eux, ils ont été un système de soutien pour moi incroyable. Ils ont ouvert leur cœur et je ne peux pas remercier l'organisation assez. Alors, je voulais le dire, ça fait 20 ans à chaque année que je suis inclus avec Bonnie et je veux te remercier et ton organisation d'avoir été là pour moi pendant 20 ans. On l'apprécie. Merci beaucoup. À vous deux.